de 40 pays africains réunis en sommet samedi à Lomé à la demande de l'Union africaine ont adopté une charte contraignante sur la sûreté et la sécurité maritime. Cette charte engage les États de l'UA signataires à protéger leur environnement, mais aussi à prévenir et réprimer la criminalité en mer, ainsi que les trafics d'êtres humains, d'armes ou de drogue. Il me plaît de saluer la mobilisation du continent en faveur d'un engagement à long terme et d'une réponse collective et efficace à travers l'élaboration du projet de charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime. Dans son discours d'inauguration, le président tchadien Idriss Déby a rappelé que sur 54 pays que compte l'Afrique, 38 sont des États côtiers. 90% des importations et exportations transitent par la mer et un nombre important des corridors commerciaux maritimes les plus stratégiques se trouvent dans l'espace maritime africain. Le président kényan a à son tour affirmé qu'avec un total de 13 millions de kilomètres carrés de zones économiques maritimes et 17% des ressources mondiales en eau douce, l'Afrique doit voir cette richesse comme une opportunité de développement durable. Sur les 54 pays que compte l'Union africaine, 43 pays étaient représentés à ce sommet de Lomé, dont 18 par leur chef d'État. Les protagonistes de la crise politique en Guinée-Bissau ont conclu vendredi une réunion en Guinée voisine sans parvenir dans l'immédiat à s'entendre sur le point essentiel, le choix d'un Premier ministre selon le document final de la réunion. L'accord prévoit la création d'un gouvernement inclusif dirigé par un Premier ministre choisi de manière consensuelle. C'est historique de retourner à Conakry. Comme vous le savez, pour le PAIGC, tout est démarré là. C'est avec le soutien du peuple de Conakry, à l'époque de Sékou Touré, qu'on a commencé notre lutte de libération. Et je pense que si 43 ans après, on revient à Conakry, on a souhaité que l'esprit de Conakry nous bénisse dans le sens de retrouver la paix, la stabilité dans notre pays. Les acteurs de la crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis plus d'un an ont accepté le 10 septembre une proposition en 6 points présentée par des dirigeants de la région. Sur le choix du Premier ministre, 3 noms ont été donnés, dont un devait s'imposer, a précisé Alpha Condé lors de la séance de clôture, sans les relever. Selon des sources proches, le mieux placé est Augusto Olivet, ancien secrétaire permanent du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Un nouveau Premier ministre sera nommé. Un gouvernement de consensus sur la base, n'est-ce pas, de la configuration de l'Assemblée sera nommé et nous insistons pour que le Premier ministre puisse rester là pendant 2 ans et conduire ces différentes réformes. Selon la Constitution, le choix du Premier ministre revient au parti majoritaire. Or, le PAIGC ayant perdu sa majorité absolue de 57 sièges sur 102 à la suite de la fronde de 15 députés, José Mario Vaz veut s'appuyer sur une majorité alternative constituée des 41 députés du Parti de la Rénovation sociale et des 15 frondeurs. Les tensions à la tête de l'État inquiètent d'autant plus la communauté internationale que l'élection de Vaz en mai 2014 avait marqué un retour à l'ordre constitutionnel dans cette ex-colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, jusqu'alors en proie à une instabilité chronique avec des tentatives de coup d'État militaire à répétition. L'amendement au protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone, copieusement applaudi par les diplomates, exténués par une nuit entière passée à le peaufiner. Ils sont heureux et satisfaits parce qu'ils viennent de franchir une étape majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique. Près de 200 pays réunis au Rwanda ont adopté samedi matin à Kigali un accord de réduction des gaz hydrofluorocarbures HFC extrêmement polluants pour la planète. Je suis ravie. Je pense qu'on doit l'être. Nous parlons d'une action qui permet de réduire les hydrofluorocarbures de 70 milliards de tonnes métriques. Cela équivaut à 2000 centrales à charbon. C'est presque 10 fois les émissions américaines en un an. C'est un accord stupéfiant. Selon une étude publiée par le groupe de réflexion IGSD, l'élimination des HFC pourrait réduire de 0,5 degrés Celsius le réchauffement mondial d'ici à 2100. À l'horizon 2030, elle permettrait d'éviter jusqu'à 1,7 gigatonnes d'équivalent CO2 par an, soit les émissions annuelles du Japon. Beaucoup ont dit qu'ils veulent surpasser leurs décisions ici. C'est bien sûr, il faut faire des concessions,
il faut faire des compromis, mais tous ensemble, ce qui était le plus important, c'est que nous sommes restés unis dans ce but unique d'éviter le réchauffement global et peut-être parvenir à minimiser l'élévation de la température de 0,5 degrés, ce qui est très très important. Juridiquement contraignant, l'accord de Kigali permet de donner un signal positif à quelques semaines de la prochaine grande conférence annuelle sur le climat COP22 à Marrakech. L'amendement de Kigali élimine le réchauffement issu de l'un des 6 plus importants gaz à effet de serre, d'autant que des solutions de rechange aux HFC existent déjà sous forme d'hydrocarbures, de dioxyde de carbone, d'ammoniac, d'eau ou d'hydrofluoroléphine. Les participants ont par ailleurs confirmé leur engagement à financer la transition. Fin septembre, 16 pays et 19 organismes et donateurs privés réunis à New York avaient déjà promis une aide de 80 millions de dollars pour les pays en voie de développement. Le financement de la transition, dont le total est estimé à plusieurs milliards de dollars à l'échelle mondiale, fera l'objet de nouvelles discussions fin 2017 dans le cadre du protocole de Montréal.